Il semble que tout ait finalement commencé. La Russie a fermé d'urgence ses frontières avec ses voisins du Nord et désormais, un Russe ne peut quitter son pays que pour la Biélorussie ou les pays d'Asie, mais pas pour l'Europe. 3 pays de l'OTAN sont désormais fermés aux Russes. Au même moment, l'Allemagne conseille officiellement et également en urgence à ses citoyens de quitter d'urgence le territoire russe. Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Syrski, déclare directement que l'état-major russe, sur ordre de Vladimir Poutine, a déjà élaboré des scénarios pour une nouvelle offensive, et que la frappe la plus probable viendra du nord, en particulier dans la région de Tchernihiv. Ou bien l'attaque visera précisément les pays de l'OTAN. Et dans ce contexte, les missiles ukrainiens Flamingo détruisent les usines de missiles Iskander à 1500 km du front. Et désormais, près de la moitié de la Russie se trouve dans la zone de portée de ces excellents missiles ukrainiens. Dans cet épisode, nous allons tout mettre au clair. Premièrement, ce que signifie la fermeture soudaine des frontières par Poutine, et pourquoi l'Europe parle d'évacuer ses ressortissants de tout le territoire russe. Deuxièmement, comment exactement les frappes ukrainiennes à longue portée ont piégé le Kremlin. Les raffineries de pétrole brûlent. Une crise du carburant éclate. À la veille des élections russes à la Douma d'État, Vladimir Poutine lui-même, selon les renseignements occidentaux, s'est retrouvé otage de sa propre défaite. Troisièmement, dans quelle direction la Russie prépare une escalade ? Il s'agit de l'axe de Tchernihiv, des provocations contre la Pologne et les pays baltes, et bien sûr la question des rumeurs concernant une nouvelle mobilisation en Russie. Et quatrièmement, le plus important. Les frappes ukrainiennes en profondeur sur le territoire russe peuvent-elles contrecarrer les plans de Poutine ? Précisément en ce qui concerne l'escalade. Ou au contraire, ne feront-elles que le pousser à augmenter les enjeux dans cette guerre ? En somme, comme d'habitude, nous allons maintenant analyser tout cela ensemble. Je m'appelle Alexei Petchii. Discutons ensemble de ces sujets. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et mettez un j'aime à l'émission. Et n'oubliez pas de laisser votre commentaire sous cette vidéo. Abonnez-vous également à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien est aussi dans la description de la vidéo. Pourquoi est-ce que je ne te filme pas du diesel, de l'essence? Oui, à Yalta. L'essence chez nous est à 600 à 600, 650, ils la vendent. À 300, 350 à 400. Bon, ça dépend aussi, mais aux vacanciers à Yalta, ils la vendent à 1000 roubles. Vous vendriez cette essence combien à Poutine? À Poutine, je lui en mettrai une dans la gueule. Alors commençons par la nouvelle qui, en principe, a donné son nom à cet épisode. La Russie ferme ses frontières, ce qui peut indiquer une préparation à l'escalade. Le gouvernement russe, à partir d'aujourd'hui, le 1er juillet, a temporairement suspendu le passage par les points de contrôle ferroviaire à la frontière avec la Finlande, l'Estonie et la Lettonie. La formulation de l'arrêté est sèche, voire inquiétante. Suspendre temporairement la circulation des personnes, des véhicules, des marchandises et des cargaisons par les points de contrôle ferroviaire sur certains tronçons de la frontière d'État. Et voici ce qui est important dans cette situation. Les raisons d'une telle décision ne sont pas communiquées et la durée des restrictions n'est pas précisée. Et justement, l'absence d'explication est en soi un signal. Parce que si vous ne vous préparez à rien, si vous n'avez peur de rien, alors vous n'allez pas fermer les frontières, surtout dans le contexte de tout le reste. Je vais en parler plus loin dans cette émission. Cela ressemble précisément à un élément de préparation à un isolement croissant et à une nouvelle escalade. D'un autre côté, je tiens à préciser tout de suite qu'il y a seulement quelques jours, dans la région de Mourmansk, en Fédération de Russie, ils ont simplement commencé à bloquer les routes fédérales et à contrôler tous les véhicules se dirigeant vers la capitale régionale. De plus, à l'entrée de la région, les autorités russes ont coupé la téléphonie mobile et l'Internet. Les forces de l'ordre inspectent minutieusement les voitures particulières en accordant une attention particulière au contenu des coffres. Quant aux camions, ils sont fouillés à l'aide de chiens policiers. Lundi, le quartier général opérationnel de Mourmansk a confirmé ces contrôles systématiques. Il a également conseillé aux conducteurs de prévoir plusieurs heures supplémentaires pour leur trajet. Il faudra attendre longtemps dans la file avant le contrôle à l'entrée de la région de Mourmansk. Le 27 juin, les autorités de la région de Mourmansk ont également lancé un avertissement. Les habitants des districts frontaliers avec la Finlande et la Norvège ont été avertis de l'activité de groupes de reconnaissance et de sabotage étrangers. Cependant, ce message a été supprimé peu de temps après pour une raison inconnue. Et selon des témoins oculaires, un régime d'opération antiterroriste a été instauré officieusement dans la région. Et maintenant, les frontières ferment aussi.
Dans ce cas, j'admets que des contrôles stricts des transports et la fermeture de la frontière sont possibles, par crainte d'une répétition des fortifications ou de l'opération ukrainienne Pautina, au cours de laquelle des drones cachés dans des camions ont attaqué des aérodromes militaires stratégiques russes, y compris la base aérienne d'Olenia dans cette même région de Mourmansk. À ce moment-là, l'année dernière, 4 bombardiers nucléaires Tu-95 ont été touchés sur ce site. Un avion de transport militaire, An-12 et un porte-missile supersonique, Tu-22M3. Mais presque en même temps que la fermeture des frontières, une deuxième nouvelle arrive de la Russie, et elle concerne la façon dont cette situation est perçue en Europe. Le ministère des Affaires étrangères d'Allemagne a renforcé ses recommandations concernant les voyages en Russie et a appelé ses citoyens à quitter d'urgence ce pseudo-pays. Auparavant, l'avertissement concernait principalement les régions frontalières avec l'Ukraine. Désormais, il s'applique à l'ensemble du territoire de cette Russie crasseuse. L'agence allemande a averti que le risque d'attaque de drones persiste sur l'ensemble du territoire russe. Moscou, Saint-Pétersbourg et la région de Leningrad ont été mentionnés par l'agence. Ces derniers mois, ils deviennent de plus en plus souvent la cible de raids massifs de drones. Malgré le renforcement significatif du système de défense aérienne autour de Moscou, les attaques de drones et la chute de leurs débris ont causé des dégâts. Dans certains cas, ces dégâts étaient assez importants. L'Allemagne et la Russie sont les plus dangereuses. L'Allemagne considère comme les plus dangereuses les régions de Belgorod, Briansk, Koursk, Voronej, Rostov et le kraï de Krasnodar. Ensuite, le ministère des Affaires étrangères d'Allemagne a publié toute une liste à ce sujet. Pourquoi il est devenu dangereux non seulement de vivre, mais aussi de séjourner en Russie. Le ministère des Affaires étrangères allemand a aussi signalé d'éventuelles perturbations du trafic aérien. Les attaques de drones imposent fréquemment des restrictions dans les aéroports russes, causant retard et annulation de vols. Les recommandations signalent aussi des ruptures d'approvisionnement en carburant dans certaines régions de Russie. Les Allemands ont également été avertis séparément du risque de détention arbitraire et des possibilités limitées d'assistance consulaire. Et j'ajouterai qu'ils ont aussi dit aux Allemands qu'ils vivent à côté de Russes sauvages et mal lavés, donc il vaut mieux partir de là-bas. Surtout dans le contexte de la peur paranoïaque de Vladimir Poutine face au sabotage. Les Allemands ont quand même été priés de quitter cet endroit. En réponse, les Européens ont appelé leurs citoyens à quitter la Russie, pour pouvoir, probablement couper définitivement ces Russes sauvages du monde civilisé. Mais pour comprendre pourquoi l'Allemagne s'est soudainement mise à parler de drones sur tout le territoire russe, il faut regarder ce que fait l'Ukraine. Et ce qu'elle fait est stratégique. Elle transforme tout l'intérieur du territoire russe en zone de frappe. Le dernier exemple en date, c'est la nuit du 1er juillet. Cette nuit-là, des drones ukrainiens ont attaqué Penza. L'Institut de recherche en mesures physiques de Roscosmos a été touché par la frappe. Et ce n'est pas une cible choisie au hasard. Il s'agit d'une stratégie cohérente visant à aveugler l'armée russe. J'expliquerai un peu plus tard ce que cela signifie. L'Institut de Penza produit des capteurs et des systèmes de mesure pour les équipements spatiaux, de fusées et d'aviation. Selon les renseignements militaires ukrainiens, c'est précisément cette entreprise qui fournit l'équipement pour les chasseurs Su-34 et Su-57, ainsi que pour les missiles de croisière K-105-59, M2 les systèmes Iskander, Bulava et Topol-M. Et cette même nuit, une autre frappe puissante a eu lieu, encore plus loin à l'intérieur de la Russie. Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a annoncé une frappe contre la raffinerie de pétrole à Oufa. C'est à plus de 1300 km de la ligne de front. Il s'agit du complexe de raffinage de pétrole situé au nord de la ville d'Oufa. Il s'appelle Bakneft Oufa Neftekim, d'une capacité de 9 millions de tonnes par an et en plus Bakneft UNPZ. Il traite environ 7 millions de tonnes par an et a aussi été touché. Eh bien, je vous rappelle qu'avant cela, les raffineries de Oufa avaient déjà été attaquées le 25 juin. Donc, la même usine a été visée 2 fois en une semaine, à 1300 km de la frontière. Et voici la philosophie de ces frappes. Volodymyr Zelensky l'a formulée très brièvement. Je cite. « Chaque jour, notre plan d'application est exécuté. Les sanctions ukrainiennes à longue portée. C'est juste, en réponse à tout ce que la Russie fait contre nous. La Russie doit cesser sa guerre. Je rappelle qu'il n'y a pas si longtemps. » Zelensky a donné l'ordre, avant tout au service de sécurité de l'Ukraine,
de lancer une opération de 40 jours, des frappes quotidiennes contre la Russie, et maintenant elle est en cours de réalisation. Dans l'ensemble, l'ampleur de la nuit dernière est la suivante. En une seule nuit, l'Ukraine a lancé contre la Russie 179 drones. Selon les données du ministère de la Défense de la Fédération de Russie, ces drones ont survolé les régions d'Astrakhan, de Belgorod, de Briansk, de Volgograd, de Kalouga, de Koursk, d'Orel, de Penza, de Rostov, de Saratov, de Samara, de Tver et d'Ulyanovsk. Les territoires de Krasnodar et de Stavropol, la région de Moscou, ainsi que la Crimée occupée. Autrement dit, presque toute la partie européenne de la Russie a été frappée en une seule nuit. Voilà l'ampleur des événements. Et ces missiles sont des Flamingo. Sous-titres réalisés par Dima Torzok. Sous-titres réalisés par Dima Torzok. Sous-titres Dima Torzok. Sous-titres réalisés par Dima Torzok. Sous-titres Dima Torzok. Sous-titres réalisés par Dima Torzok. Mais... Vous savez, les drones c'est bien, mais la véritable star de ces derniers jours, c'est le missile de croisière ukrainien Flamingo. Le 27 juin, elle a fait ses débuts, sur une cible importante. Dans la nuit de vendredi à samedi, Volgograd a été la cible d'une attaque de missiles. Une entreprise industrielle a été endommagée dans le district de Krasnoktiabrski. Et plus tard, il a été révélé que la cible était l'usine de défense Titan Barikadi, qui produit des lanceurs pour les systèmes Iskander-M et Topol-M. Qu'est-ce que cette usine ? Il faut le comprendre pour évaluer la frappe. Selon les renseignements ukrainiens, l'entreprise fait partie de la structure de Roscosmos et produit des lanceurs automoteurs pour les complexes opérationnels tactiques Iskander-M, des lanceurs autonomes Topol-M, ainsi que des pièces d'artillerie pour les obusiers MSTA-S. Autrement dit, encore une fois, l'Ukraine frappe la source même de ces missiles avec lesquels la Russie terrorise les villes ukrainiennes. Et attention, elle frappe à nouveau. Elle frappe un site lié à Roscosmos. Retenez bien ce moment, c'est déjà la deuxième fois que je mentionne Roscosmos dans cette émission, et ce n'est pas un hasard. Et aujourd'hui, Bloomberg a parfaitement décrit les épisodes des frappes avec le missile Flamingo. Voici la citation. L'ampleur et la portée géographique des attaques ukrainiennes démontrent comment les capacités du pays à frapper à longue distance ont évolué. Auparavant, l'Ukraine ne pouvait frapper que les régions frontalières. Mais cette année, dans des régions où vivent plus de 70% de la population russe, une alerte a été déclarée au moins une fois, y compris dans la région d'Omsk, en Sibérie occidentale, à près de 3000 km de la frontière ukrainienne. Et la clé de cette avancée, ce sont précisément les missiles et drones ukrainiens fabriqués localement. Et voici l'expert de l'Institut international d'études stratégiques, Douglas Barry, qui explique. Le Flamingo offre la possibilité de frapper profondément en Russie, avec une grosse ogive. C'est une évolution significative dans la campagne de frappe à longue portée. Selon lui, la capacité de frapper les infrastructures critiques de la Russie avec des drones et des missiles de croisière endommage des éléments des efforts militaro-industriels russes et frappe l'économie. Et cela souligne au public russe que la guerre contre l'Ukraine a un prix. Les caractéristiques sont impressionnantes, puisque la production du Flamingo n'a débuté que l'an dernier. L'autonomie annoncée peut atteindre 3000 km, cela permet potentiellement de frapper des cibles sur la majeure partie de la Russie européenne et, théoriquement, au-delà de l'Oural. Au fait, il y a un excellent épisode d'animation sur le fonctionnement du missile Flamingo sur ma chaîne YouTube, et je vous recommande de le regarder. Le lien de cette vidéo sera dans la description de l'épisode. Et à ce sujet, Bloomberg écrit « Il y a des frappes spectaculaires, comme les raffineries de pétrole en feu, et il y a des frappes silencieuses, mais peut-être bien plus importantes. La frappe contre le centre de communication spatiale de Doubna, le 22 juin dans la région de Moscou, est devenue l'une des raisons pour lesquelles la Russie lance moins souvent des frappes massives de missiles contre l'Ukraine ces derniers temps. Et c'est encore un site lié à Roscosmos. » Les experts affirment que la Russie ne peut pas lancer de vagues d'attaques de missiles contre l'Ukraine ces derniers jours, car les centres de gestion et de communication spatiale sont endommagés. Ils ne peuvent pas préparer les frappes
ils ne peuvent pas lancer là-bas le même Oreshnik et ainsi de suite. En conséquence, s'il n'y a pas ces centres de communication, les spécialistes des missiles ne peuvent pas non plus opérer. C'est-à-dire que l'Ukraine ne fait pas que détruire là-bas des entrepôts, des raffineries de pétrole et ainsi de suite. L'Ukraine prive méthodiquement, si vous voulez, le programme russe de missiles de ses yeux et de ses bras. Des usines où l'on fabrique les Iskander jusqu'au centre qui dirige et coordonne ces frappes. C'est pourquoi je vous ai demandé de retenir ce moment clé sur les installations de Roscosmos. Autrement dit, il est déjà évident maintenant que l'Ukraine met précisément hors service les communications. Parlons maintenant de l'impact des frappes ukrainiennes sur l'arrière russe. Comme l'écrit Bloomberg, la Russie doit s'attendre à une vague de défauts de paiement, de faillites, d'impayés, de fermetures d'entreprises, de licenciements et d'autres manifestations d'une crise économique systémique. Les frappes sur le raffinage du pétrole sont présentées comme un moyen de réduire à néant l'atout principal de la Russie. Dans la vie quotidienne, nous voyons déjà les manifestations de toute cette crise. Le carburant est en pénurie. Eh bien, par exemple, Gazprom, Gazpromneft et Lukoil ont commencé à limiter la vente d'essence, même à Moscou et dans la région de Moscou. En Crimée, il y a des licenciements massifs à cause de la pénurie d'essence. Et surtout, la Russie a commencé à importer de l'essence par voie maritime depuis l'Inde. Encore une fois, une superpuissance pétrolière achète de l'essence à quelqu'un et l'importe sur son propre territoire. Pourquoi est-ce politiquement dangereux en ce moment ? Parce qu'en Russie, les élections approchent déjà en septembre, et la crise du carburant frappe Vladivostok, pour Vladimir Poutine, au moment le plus sensible. C'est pourquoi il a commencé à crier aussi fort à propos de certains succès, souvent inventés de l'armée russe sur le front. En fait, il dit « Écoutez, oui, ne faites pas attention à ce qui vole au-dessus de la Russie elle-même, ne faites pas attention à la crise du carburant, ne faites pas attention au fait que la défense anti-aérienne ne fonctionne pas, et ainsi de suite. Vous feriez mieux de prêter attention à mes histoires sur la façon dont l'armée russe perce la ligne de front dans toutes les directions, comment elle s'empare de nouveaux territoires encore et encore. Analysez donc les discours de Poutine au cours des 2 dernières semaines. Et dans chacun d'eux, il raconte comment l'armée russe perce la ligne de front. Et il dit, oui, bien sûr, il y a des problèmes de carburant, mais les occupants russes, j'ai aimé cette expression qu'il a utilisée, il dit « frappent tous les jours ». Imaginez simplement ceci. Le président d'un immense pays, Vladimir Poutine, parle tout simplement comme un voyou de bas étage. Il dit « nos gars frappent tous les jours ». Eh bien, là-bas aussi, les gars frappent tous les jours. Chaque jour, ils frappent. Je ne sais pas, c'est juste, quoique, de quoi je m'étonne. La racaille est dirigée par la racaille. Si le peuple est une racaille, le dirigeant l'est aussi. Ah, et souvenez-vous comment Vladimir Poutine se plaignait que les frappes ukrainiennes contre la Russie visaient à semer le trouble et la peur parmi les Russes, et surtout à pousser les Russes à douter de la justesse des actions de la Russie elle-même. Et aujourd'hui, l'Institut pour l'étude de la guerre constate exactement ce qui fait gigoter Vladimir Poutine sur sa chaise. Sur fond de frappes ukrainiennes, les Russes cherchent de plus en plus souvent sur Internet des informations sur le moment où la guerre prendra fin. Ce nombre de requêtes de recherche est un record depuis le début de l'invasion à grande échelle, surtout ces 2 dernières semaines. L'Institut pour l'étude de la guerre a calculé que, pour la semaine du 22 au 28 juin, le nombre de requêtes quand l'opération militaire spéciale prendra-t-elle fin dans les moteurs de recherche a atteint 137 000, et la répartition géographique de ces requêtes est en fait une condamnation de toute la politique du Kremlin, du genre « essayons de protéger les villes clés, les capitales importantes de la guerre ». Une part importante de ces requêtes a été enregistrée dans les régions de Moscou et de Leningrad, précisément dans ces régions que le Kremlin protégeait activement avec des systèmes de défense anti-aérienne. Mais cela ne les a globalement pas protégés des frappes ukrainiennes à longue portée. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que Vladimir Poutine, dimanche lors d'une interview, a déclaré qu'il avait donné l'ordre. Fabriquer, je souligne, fabriquer plus de systèmes de défense aérienne, développer plus de systèmes de défense aérienne afin de protéger les sites stratégiques. En fait, Poutine a reconnu que ces systèmes n'existent pas. Ils n'existent pas physiquement. Il n'y en a tout simplement pas assez. C'est pourquoi Poutine dit « J'ai ordonné d'en fabriquer plus, d'en développer plus, afin que, peut-être, à l'avenir, on puisse protéger ce qui restera, par exemple, des raffineries de pétrole. » Selon l'Institut pour l'étude de la guerre,
Vladimir Poutine a tenté d'atténuer l'impact de la guerre sur les grandes villes, mais de nouvelles données révèlent une lassitude croissante de la société russe, le Kremlin n'ayant pas réussi à protéger la population de ses conséquences. Et il semble que l'effet psychologique des attaques de drones et de missiles ukrainiens ait fonctionné. D'ailleurs, la cote de popularité, selon le sondage de la Fondation Opinion Publique, liée au Kremlin, baisse également. La cote d'approbation de Vladimir Poutine a chuté de 5 points de pourcentage, passant de 74 à 69%, peu après la plus grande frappe ukrainienne contre la région de Moscou. À ce moment, la raffinerie de Kapotnia brûlait. Le niveau de confiance envers Poutine diminue régulièrement depuis février 2026, tandis que la volonté de paix parmi les Russes est actuellement très élevée. Selon l'Institut de la conflictologie et de l'analyse de la Russie à Kiev, 81% des Russes sont prêts à soutenir la fin de la guerre dès demain. C'est le chiffre le plus élevé depuis le début de l'invasion, tandis que le nombre de partisans de la guerre jusqu'à la victoire est passé de 13 à 9%. Autrement dit, seulement 9% des Russes crasseux soutiennent la guerre jusqu'à la victoire finale. Mais, et c'est fondamentalement important, Vladimir Poutine lui-même répond non à cette demande. Dans une interview dimanche, il a parlé de la proposition de Kiev de renoncer aux frappes contre le forum sur le territoire de l'autre et de limiter les hostilités, mais il a laissé entendre qu'il n'était pas d'accord, car selon lui, cela donnerait un avantage à l'armée ukrainienne. Il a qualifié de tâche principale, je cite, la libération définitive du Donbass et de la Novorossia. Voilà, c'est en quelque sorte la racine de cette impasse. Le peuple russe, eh bien, peut-être qu'il voudra un jour, ou peut-être qu'il ne voudra pas. L'économie de la Russie est clairement déjà en feu, et l'homme au Kremlin s'accroche à des objectifs maximalistes parce qu'il comprend qu'après la guerre, il sera tout simplement éliminé par ses propres élites qui demanderont « Alors, quel était en fait le but de toute cette guerre ?» Passons maintenant au plus inquiétant. Dans une situation où le rat Vladimir Poutine est acculé, ce rat atteint de la rage, l'écume à la bouche, tente d'attaquer avec ses dernières forces. C'est de la biologie. Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Alexandre Syrski, a déclaré que l'état-major russe, sur ordre de ce rat Vladimir Poutine, avait élaboré plusieurs scénarios pour une nouvelle offensive en Ukraine. Il a décrit le scénario le plus probable ainsi. Le scénario le plus probable, et cela a été confirmé par plusieurs sources, est une action offensive dans le nord depuis le territoire russe, depuis la région de Bryansk, non pas vers Kiev, mais vers la région de Tchernihiv. Autrement dit, selon Syrski, la logique de l'ennemi est la suivante. Ainsi, la Russie compte étendre la ligne de front et forcer l'Ukraine à redéployer ses forces depuis les principaux secteurs du front où se déroulent actuellement des combats actifs. L'objectif vise moins la conquête que l'épuisement et l'affaiblissement des forces ukrainiennes. L'option biélorusse a également été envisagée, mais là le Kremlin a échoué. En Russie, une opération depuis la Biélorussie a été envisagée. Mais selon Syrski, après les récents événements, la République acceptera difficilement de servir à nouveau de base pour une attaque. Pourquoi ? Parce que Alexandre Loukachenko comprend parfaitement que les drones et missiles ukrainiens pourraient, en une seule nuit, réduire en poussière toute son industrie de raffinage du pétrole, ses usines et son secteur énergétique. En une seule nuit. Il voit très bien ce qui se passe en Russie. Parallèlement, l'Ukraine se prépare sérieusement au nord. En mai, de nouvelles fortifications et des champs de mines ont été construits en Polésie et en juin, Syrski a annoncé la formation de nouvelles unités de systèmes sans pilote pour couvrir précisément l'axe nord. Le commandant de la garde nationale ukrainienne, Pivnenko, a précisé « Une invasion russe ici ne sera possible qu'en cas de concentration de 70 000 militaires à la frontière, mais les forces armées ukrainiennes n'autoriseront pas la répétition du scénario de 2022. » Ici, comme on dit, le nœud biélorusse refait surface, sujet déjà évoqué dans les épisodes précédents. Volodymyr Zelensky a expliqué qu'il avait fallu renforcer les axes de Tchernihiv et de Kiev parce que Vladimir Poutine avait accru la pression sur Alexandre Loukachenko pour l'entraîner plus profondément dans la guerre. Mais il est important, comme on dit, de ne pas se focaliser sur un seul scénario. L'escalade se prépare non seulement contre l'Ukraine. Les services de renseignement occidentaux tirent à la sonnette d'alarme concernant la menace pesant sur le flanc est de l'OTAN. Le chef du renseignement extérieur polonais, Paweł Szota, a déclaré aujourd'hui ce qui suit, je cite, « Vladimir Poutine est l'otage de sa propre défaite et il va augmenter les enjeux.
Selon lui, la Russie peut continuer la guerre contre l'Ukraine pendant encore plusieurs années et organiser des provocations contre les pays du flanc est de l'OTAN, en considérant la Pologne et les pays baltes comme un obstacle à ses objectifs impériaux. Et dans ce contexte, une ligne distincte est la division entre la Pologne et l'Ukraine, que le Kremlin exploite activement. Le ministre polonais coordinateur des services spéciaux, Tomasz Siemoniak, a averti que la Russie pourrait utiliser la tension actuelle entre la Pologne et l'Ukraine pour des opérations d'information. Il a décrit l'objectif de Moscou ainsi: saper la confiance dans les autorités ukrainiennes actuelles, et en particulier dans le président Zelensky, et attiser les tensions dans les relations polono-ukrainiennes en influençant les Ukrainiens présents en Pologne. Passons maintenant aux rumeurs concernant une nouvelle vague de mobilisation en Russie. Disons-le ainsi, il n'y a pas de décret explicite sur une mobilisation générale, et il n'y en aura probablement pas. Mais il y a des signes indirects que le Kremlin prépare un sérieux durcissement des mesures. Vladimir Poutine a récemment averti qu'il avait signé une loi sur la création d'une base de données nationale de tous les téléphones portables des Russes. Les moscovites sont maintenant obligés de s'inscrire pour obtenir un passeport uniquement via la messagerie d'État Max, qui d'ailleurs ne peut pas être téléchargée sur un iPhone. Il y a aussi la fermeture soudaine des frontières au nord, évoquée en début d'émission. L'essentiel, c'est que le Kremlin renforce au maximum le contrôle sur sa population. C'est un enregistrement numérique de tous les téléphones portables, un contrôle de la délivrance des passeports et la fermeture des postes frontières. C'est ce dont les Russes se moquaient chez les Ukrainiens, et maintenant ils subissent la même chose. C'est une infrastructure de contrôle de la population. Exactement ce dont a besoin un État qui n'exclut pas une nouvelle vague de mobilisation et qui veut, comme on dit, que tous les conscrits ne prennent pas la fuite. Et même s'ils essaient de s'échapper, il sera très facile de les retrouver. Il est déjà facile de localiser un téléphone portable, et maintenant ils vont les obliger à les enregistrer. Et voici encore quelques nouvelles importantes qui soulignent à quel point l'Ukraine et l'Europe se préparent sérieusement à toute escalade de Vladimir Poutine. L'Ukraine et la Suède se sont mises d'accord sur la livraison de 16 chasseurs polyvalents Gripen E de la société Saab. La valeur de l'accord est d'environ 2,5 milliards de dollars. Comme vous vous en souvenez, cela fait partie d'un tournant majeur. Parce qu'à la fin du mois d'octobre 2025, l'Ukraine et la Suède ont conclu un accord pour l'achat d'au moins 100 avions Gripen E. Et au total, la transaction pourrait atteindre jusqu'à 150 de ces appareils. Séparément, la Suède transfère encore 16 avions de la version précédente Gripen CD qui entreront en service en Ukraine dès le début de l'année 2027. La deuxième nouvelle, l'Ukraine change elle-même les règles de la guerre maritime. L'Ukraine a appelé l'Organisation maritime internationale de l'ONU à reconnaître les navires de la flotte fantôme russe comme des cibles militaires légitimes. Ils affirment que le transport illégal, je souligne, illégal de produits pétroliers sous sanctions finance directement l'agression russe et que ces navires ne peuvent donc pas être considérés comme de simples transports civils. Et cela fonctionne déjà dans la pratique. Au cours de l'année écoulée, l'Ukraine a frappé une dizaine de navires de la flotte fantôme de la Fédération de Russie. Après l'attaque de mars contre le méthanier Arctic Métagas, aucun méthanier russe n'a plus osé traverser la mer Méditerranée. Eh bien, Moscou est maintenant obligé de faire passer ses pétroliers de la flotte fantôme en contournant l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance, ce qui rend la logistique beaucoup plus coûteuse et beaucoup plus compliquée. Alors, faisons le point. Les frappes à longue portée de l'Ukraine peuvent-elles contrecarrer l'escalade de Vladimir Poutine? La réponse honnête, à la fois oui et non en même temps. Ces derniers jours, nous avons vu des frappes contre des usines fabriquant des composants de missiles. La frappe sur le centre de communication spatiale de Dubna a temporairement empêché la Russie de lancer des attaques massives de missiles. La crise du carburant frappe l'économie russe à la veille des élections. La société indique soit qu'elle ne comprend toujours pas ce qui se passe, soit qu'elle commence tout de même à se lasser de cette guerre. Tout cela limite réellement les ressources du Kremlin pour une nouvelle grande offensive. Mais d'un autre côté, et c'est tout le paradoxe, ces mêmes frappes peuvent non pas arrêter, mais pousser Vladimir Poutine à l'escalade, mais ne tirer pas de conclusions hâtives.
Par exemple, les services de renseignement polonais ont déclaré que Vladimir Poutine est otage de sa propre défaite et qu'il va augmenter les enjeux pour conserver le pouvoir, qui commence à échapper aux griffes de ce rat de Vladimir Poutine. Voici le piège dans lequel Poutine est tombé. Il ne peut pas reculer parce qu'il s'est publiquement lié à la libération du Donbass et de la Novorossia et à cette image de vainqueur. Il ne peut pas non plus gagner parce que des usines brûlent sur le territoire russe, des missiles et des drones volent littéralement chaque jour et chaque nuit, alors que la Russie attaque absolument tout ce qu'elle voit. Et l'essence commence à manquer, l'économie va doucement s'effondrer, et ainsi de suite. Et il ne reste qu'une seule issue, celle que sait utiliser Vladimir Poutine, c'est l'escalade. D'où les offensives possibles contre la région de Tchernihiv, les provocations envers la Pologne, les pays baltes, la fermeture des frontières et le contrôle numérique de la population. Plus les frappes sont fortes, plus la tentation d'escalader pour prouver sa force est grande. Mais c'est très important. Au final, c'est précisément la dernière poussée du dictateur qui conduira à l'effondrement définitif de l'Empire. De tels scénarios se sont répétés des centaines de fois dans l'histoire, et à chaque fois, ces scénarios d'escalade ont conduit à la chute du régime. Alors que ce rat acculé, enragé, tente donc sa dernière escalade. Je m'arrête ici. Donnez votre avis et vos conclusions en commentaire. Abonnez-vous, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un j'aime. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et coordonnées bancaires dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.